Bonsoir de nouveau, ça fait un mois qu'on s'est pas vu. Alors, on a l'avantage et on a beaucoup de fierté à recevoir Philippe Glaser. Alors, Philippe Glaser, lui, il est directeur de recherche à l'Institut Pasteur et il dirige le service d'écologie et évolution de la résistance aux antibiotiques. Sa spécialité, c'est ça. Il est connu, travaille beaucoup à l'international, beaucoup d'échanges avec les autres pays. Il maîtrise parfaitement le sujet et il nous propose ce soir cette soirée. Je le remercie beaucoup de l'avoir invité et je remercie beaucoup qu'il soit. Je le remercie beaucoup parce que c'est quand même important. Voilà, on va voir et je lui laisse la parole. Voilà. Donc, je parlais des antibiotiques et de la résistance aux antibiotiques. Et donc, juste pour commencer, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que les antibiotiques, donc c'est des molécules qui sont incroyablement efficaces. Hein. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a certains qui ont eu des infections urinaires, mais on a une infection urinaire, on prend un cachet d'antibiotiques et si tout se passe bien, en quelques heures, on sent que ça va mieux et que la bactérie a été éliminée et donc l'antibiotique a fonctionné. Et c'est à la fois des médicaments qui sont le plus souvent quand même très efficaces, hein, qui sauvent des vies, et l'autre particularité des antibiotiques, c'est des médicaments qui aujourd'hui sont très peu chers pour leur grande majorité. C'est-à-dire qu'une boîte d'amoxicilline, ça va être, je sais pas moi, 2 ou 3 euros. Donc et même les traitements qui sont entre guillemets les plus puissants, hein, qui sont par exemple qu'on appelle les carbapénem, c'est de l'ordre de peut-être une dizaine d'euros par jour de traitement. Donc c'est par rapport à d'autres médicaments. Et ce qui est effectivement même, bon, je vais pas parler de ce sujet-là, de l'économie des antibiotiques, mais qui pose un problème parce que la sécurité sociale est habituée à payer très peu cher les antibiotiques et voit d'un mauvais œil des antibiotiques qui sont chers, alors que quand on prend les traitements anticancéreux, par exemple, on peut avoir des traitements qui sont en dizaines ou en centaines de milliers d'euros comparés à quelques euros. Donc c'était une petite introduction sur les antibiotiques pour dire que c'est des médicaments qui vont sauver beaucoup de vies et qui continuent à sauver des vies. Alors, de temps en temps, on voit dans la presse des articles qui parlent de la fin des antibiotiques, le fait d'avoir des bactéries qui sont résistantes à tous les antibiotiques. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais qui sont extrêmement rares, surtout, et ça je vais en parler un peu plus tard, surtout dans les pays riches, et notamment en France, c'est quelque chose qui est très rare, mais qui peut arriver, et surtout, il y a des traitements qui sont difficiles et qui parfois ne fonctionnent pas parce que en fait les antibiotiques, ça je vais en dire deux mots aussi, fonctionnent avec notre système immunitaire. C'est-à-dire que les gens qui sont très affaiblis, les gens qui sont par exemple dans le cas des greffes, hein, dans le cas des traitements anticancéreux, certains traitements anticancéreux vont affaiblir totalement le système immunitaire. Et donc dans ce cas-là, les antibiotiques doivent éliminer tout seuls les bactéries et ils ont plus de mal. Et donc du coup, c'est là où la résistance va apparaître. Et donc c'est là aussi où il y a besoin d'innovation. On a ces bactéries multirésistantes. Et puis il y a juste un point aussi un peu d'actualité. Donc il y avait une question de parler de Macron ou non, mais donc il y a un sommet et c'est-à-dire que la question des antibiotiques, de la résistance aux antibiotiques, c'est pas une question qui ne touche que la population humaine, mais c'est ce qu'on appelle une question qui est One Health, donc une seule santé, dans le sens que ça va toucher à la fois la santé humaine, la santé des animaux et également la situation des environnements. Alors, certaines personnes parlent de santé des environnements, mais comme j'aime pas trop ce terme-là, mais en tous les cas, en termes de pollution ou d'impact sur les environnements. Et donc, il y a cette notion d'un bien commun qu'on doit protéger et en envisageant à la fois ce qui se passe chez l'homme, chez l'animal et dans l'environnement. Et donc, il y a au mois d'avril, le 7 avril, il y a un sommet, un peu comme les sommets sur le réchauffement climatique, mais un sommet une seule santé, et une des 4 thématiques, c'est la question de la résistance aux antimicrobiens. Et donc, ce qui finalement montre
aussi l'importance d'avoir cette vision qui un peu globale, qui va tenir compte de ce qui se passe sur la planète. Et donc, il y a à la fois cette dimension entre l'homme, l'animal et l'environnement, mais également ce qui va se passer au niveau international. C'est-à-dire que, bon, on l'a vu dans le cadre de la pandémie, mais ce qui se passe dans les pays, dans certains pays, donc je vais parler aussi un peu des différences entre les pays en termes de résistance aux antibiotiques, peut avoir un impact aussi de manière globale. Donc, la première chose, quand on parle des antibiotiques, c'est les antibiotiques, ça lutte contre les bactéries. Donc, les bactéries, c'est les organismes qui sont les plus nombreux sur la planète, qui constituent la première masse d'azote, et il y a une estimation qui dit 4, donc il y a, je crois, 30 zéros, hein, j'ai pas. Donc, ce serait le nombre de bactéries, mais en termes pour le carbone, les plantes constituent une plus grande masse de carbone que les bactéries, mais sinon pour le reste, c'est les bactéries. Et donc les bactéries sont très diverses, elles sont très nombreuses, elles sont là depuis le début de la vie sur Terre, et donc ça constitue un potentiel d'évolution très important et d'adaptation. Et en fait, on va retrouver des bactéries finalement dans tous les milieux qui sont compatibles avec la vie. Et notamment, on peut même trouver des bactéries à des températures supérieures à 100 degrés dans les fonds océaniques, hein, au niveau des fumerolles. Et on trouve également des bactéries à un endroit où on ne devrait pas en trouver, c'est par exemple dans le sang, qui sont capables finalement de subvertir le système immunitaire et de survivre dans ces conditions-là. Donc les bactéries ont cette capacité d'adaptation. Et bien entendu, on parle beaucoup des microbiomes, et les bactéries sont dans leur très grande majorité très utiles. Donc, par exemple, quand on va faire quand on fait des yaourts, c'est des bactéries qui font les yaourts. Donc, pour notre bonne santé, les bactéries sont très importantes, mais quelques bactéries ont la mauvaise idée de provoquer des maladies. Alors, les bactéries aussi ont la capacité à se multiplier très rapidement. Donc là, vous voyez, une bactérie, pour se multiplier, elle va grandir. Quand elle a 2 fois sa taille, elle se divise en 2. Ça donne 2 bactéries. Et puis, chacune des bactéries va à nouveau grandir et donner 2 bactéries. Et dans des conditions de laboratoire, par exemple, une bactérie va donner 2 bactéries en moins de 30 minutes. Certaines bactéries même en moins de 15 minutes. Et donc, un petit calcul simple montre que en 24 heures, on aurait 48 générations. Et donc, on arrive à ça fait 20 000 milliards de bactéries, donc à peu près toutes les bactéries qu'on a dans notre tube digestif. Et donc, d'un point de vue pratique, alors par exemple dans le cas d'une infection urinaire, les bactéries se multiplient relativement vite dans l'urine, un peu moins vite que ça, mais ce qui veut dire que s'il y a une bactérie qui échappe aux antibiotiques, à un antibiotique, et bien très rapidement, elle va pouvoir recoloniser cette niche que constitue le tractus urinaire, et donc elle va finalement entraîner une rechute de l'infection qui va être très rapide. Donc ça, c'est un point important, c'est cette capacité à la fois de se multiplier, et puis ce nombre-là fait que dans ce nombre-là, on peut avoir des variants qui vont résister aux antibiotiques. Alors, les bactéries, donc on en a partout, hein. Donc on en a sur la peau, on en a dans le nez, on en a dans les poumons, on en a et surtout dans le tube digestif, on a énormément de bactéries. Et donc c'est ce qu'on appelle les microbiomes. Et donc d'ailleurs, je pense que si vous voulez inviter un sujet intéressant, c'est tous les sujets qui portent sur la bonne santé liée au microbiome. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de données scientifiques qui montrent que le microbiome a un impact sur beaucoup d'aspects, même sur notre psychologie. C'est-à-dire qu'on a un axe qu'on appelle l'axe entre le tube digestif et le cerveau, qui fait que des perturbations au niveau de la flore digestive peuvent avoir un impact sur la dépression ou sur d'autres aspects. Alors, bien sûr, c'est compliqué à démontrer, hein, donc c'est des indications, mais il y a de plus en plus d'indications que ces microbiomes ont un impact sur notre bonne santé. Et donc, ce qui veut dire que lorsqu'on prend des antibiotiques, hein, les antibiotiques vont aussi modifier notre microbiome, parce que dans ce microbiome, il y a essentiellement des bactéries. Et donc, du coup, on va avoir un impact sur
notre santé en modifiant le microbiome. Alors, donc là, on a ce qui va se passer, donc les microbiomes au niveau associé à l'homme, mais on a également des microbiomes au niveau des animaux, donc de la même façon, mais aussi dans l'environnement, par exemple dans le sol, il y a des microbiomes, il y a des microbiomes dans l'eau, même des bactéries dans l'air, et donc ces bactéries peuvent, par rapport à la résistance aux antibiotiques, peuvent contribuer finalement à cette dissémination et à ces échanges de la résistance. Donc ça, je vais vous montrer un peu plus comment, et donc ce qui fait que la question de la résistance aux antibiotiques, je reviens sur ce point-là, il ne faut pas uniquement voir ce qui va se passer chez l'homme quand on prend des antibiotiques, ou chez les animaux quand on prend des antibiotiques, hein, mais par exemple, là vous avez alors, je ne sais pas si c'est des vaches ou des bœufs, mais s'ils prennent des antibiotiques, ensuite ils vont les excréter dans le milieu, s'ils portent des bactéries résistantes aussi, ils vont les excréter dans le milieu, et donc on peut avoir, vous voyez, un petit cours d'eau, et ce cours d'eau va finalement recevoir des bactéries résistantes qui proviennent des animaux, des antibiotiques peuvent être déversés, et donc du coup, ça va avoir un impact sur finalement l'écologie, et potentiellement, ça va entraîner une dissémination de bactéries résistantes. Alors, donc là, on parle des bactéries, donc ce qui nous intéresse quand même en premier quand on utilise des antibiotiques, c'est d'éliminer les bactéries qui sont dites pathogènes, donc des bactéries qui provoquent des infections. Et donc, on peut, de manière un peu schématique, voir deux types de bactéries pathogènes. Il y a des bactéries qui sont des pathogènes obligatoires, donc comme par exemple dans le cas de la tuberculose, donc c'est des bactéries qu'on va avoir dans les poumons. Dans le cas de la fièvre typhoïde, c'est des bactéries qui vont être essentiellement à l'état de pathogènes, hein. Donc il peut y avoir quelques porteurs sains, mais en général, les gens sont quand la bactérie est là, ça provoque une infection, comme le choléra par exemple, ça peut être ça. Et donc ça c'est une catégorie qui sont plutôt relativement isolées. Mais la très grande majorité des bactéries pathogènes sont des bactéries pathogènes dites opportunistes. C'est-à-dire qu'elles vont cohabiter dans nos microbiomes, et de temps en temps, ces bactéries peuvent provoquer des infections, ou dans les microbiomes des animaux. Par exemple, les salmonelles sont des bactéries qui vont provoquer des infections chez l'homme, pratiquement toujours. Mais par contre, chez les animaux, les poulets vont être porteurs de salmonelles sans que ça leur provoque de maladies. Et donc, par exemple, quand on a il y a une bactérie que les gens connaissent bien de nom, c'est Escherichia coli, parce que c'est une bactérie qui est responsable fréquemment d'infections urinaires. Et donc, quand on a une infection urinaire, c'est notre propre Escherichia coli dans notre tube digestif qui va passer au niveau urinaire et provoquer une infection. De la même façon, quand on a le streptocoque pneumoniae, le pneumocoque il va habiter dans la gorge, et donc, alors, c'est pas les Escherichia coli dans le ventre, pratiquement tout le monde en a, et il n'y a aucun problème. Le pneumocoque, c'est plutôt chez les enfants, et c'est pas systématique, mais s'il y a dans une classe des enfants quelques enfants qui ont des pneumocoques, ça va s'échanger entre les enfants, ça va habiter au niveau de la gorge des enfants, sans poser de problème pour la majorité des enfants, et ça peut provoquer une infection chez un enfant. Mais ce qui veut dire que si on prend des antibiotiques pour une autre raison, ces bactéries vont être soumises à l'action des antibiotiques, et elles vont pouvoir devenir résistantes. Donc ça, c'est la très grande majorité des bactéries. Alors, on dit toujours, finalement, les bactéries, les antibiotiques, c'est uniquement contre les bactéries, mais pas contre les virus. Et par exemple, dans le cas de la grippe, les antibiotiques n'ont aucun effet sur la grippe. Et finalement, quelle est la différence entre une bactérie et un virus? Donc, je ne sais pas qui pourrait laver la main et dire qui sait la différence entre un virus et une bactérie. Pardon? En fait, les bactéries, c'est des micro-organismes, hein, donc, qui sont autonomes, qui sont capables de se multiplier, hein,
donc qui vont se multiplier qui peuvent se multiplier effectivement dans notre tube digestif, mais vraiment ils ont toute la machinerie pour se multiplier, pour fabriquer des aliments. Et une bactérie il y a certaines bactéries qui ont besoin, qui sont capables même de faire de la photosynthèse, mais sinon une bactérie simple comme Escherichia coli, il faut lui donner du glucose, un sucre et par exemple de l'ammonium, une source d'azote, et elle se multiplie très bien. Elle va faire tout le reste. Dans le cas des virus, les virus, eux, un virus n'est pas... Il y a toujours une discussion, c'est est-ce qu'un virus est un être vivant ou non. Bon, ça paraît une discussion très intéressante, mais le virus, lui, va se multiplier uniquement dans une cellule et il va utiliser toute la machinerie cellulaire. C'est-à-dire que le virus de la grippe, vous voyez, l'homme, il a à peu près 25 000 gènes. Dans nos chromosomes, il y a à peu près 25 000 gènes. Une bactérie comme Escherichia coli, c'est 5 000 gènes. Donc il y a toutes les fonctions. Un virus comme le virus de la grippe, alors je ne pourrais pas vous dire exactement le nombre de gènes parce que je ne travaille pas dessus, mais c'est une dizaine de gènes. Donc c'est vraiment la grippe, elle va fabriquer des molécules pour faire son enveloppe, et puis elle va fabriquer la machinerie pour parasiter la machinerie de l'autre. Et donc du coup, les antibiotiques vont agir sur toute la machinerie bactérienne, qui est très différente de notre machinerie à nous. Et donc c'est pour ça que les antibiotiques sont spécifiques des bactéries. Alors que dans le cas des virus, quand on veut attaquer le virus, finalement, c'est plus compliqué parce qu'il faut attaquer des machineries virales, des machineries de l'hôte. Donc par exemple, ou certaines machineries de la bactérie, mais c'est très limité. Et souvent, ça va affecter aussi le fonctionnement de la cellule. Et donc c'est pour ça que quand on dit finalement les virus et les bactéries, il faut expliquer aussi ce que c'est qu'un virus, ce que c'est qu'une bactérie. C'est finalement des êtres vivants qui sont très très différents. Et les virus sont finalement vraiment des parasites qui utilisent notre machinerie, alors que les bactéries sont plus indépendantes. Il y a des virus qui attaquent les bactéries? Alors, il y a des virus en fait qui attaquent tous les organismes, je pense. Et il y a des virus, donc ça je reviendrai un petit peu à la fin, mais il y a des virus qui sont spécifiques des bactéries. Et les virus, donc les virus en général ont ce qu'on appelle un spectre d'hôtes, donc qui est relativement limité. Et donc les virus qui affectent les bactéries n'affectent que les bactéries, et souvent les bactéries d'un seul petit groupe. C'est-à-dire que même il y a des virus par exemple qui vont attaquer ce qu'on appelle les bactériophages. Les virus qui vont attaquer les Escherichia coli, en général, ne vont pas attaquer tous les Escherichia coli, mais une petite fraction des Escherichia coli. Donc c'est des outils qui sont, c'est des virus qui sont très spécifiques, et c'est parce qu'aussi il y a une très grande diversité parmi les Escherichia coli. Mais de la même façon, on voit qu'il y a des virus effectivement de chauve-souris qui peuvent atteindre l'espèce humaine, mais souvent il y a souvent une spécificité d'autres. Il y a beaucoup plus de ressemblance entre l'homme et la chauve-souris que entre deux Escherichia coli en termes d'années d'évolution. Alors, donc ça, c'est pour les bactéries. Donc, c'est des bactéries et il faut tenir compte des microbiomes. Alors maintenant, les antibiotiques. Donc, un peu d'histoire. Donc, si on va sur Internet, on trouve cette photo de cette boîte de pétri. Donc, c'est une boîte apparemment, c'est la boîte de pétri historique de Fleming alors vous avez ici une moisissure qui produit de la pénicilline. Et puis, des colonies blanches, c'est du staphylocoque, et staphylocoque doré. Et on voit que autour de la moisissure, on a les bactéries ne se multiplient pas. Et donc ça, c'était l'expérience de départ. Alors on parle toujours, est-ce que c'était par accident, est-ce qu'il a laissé ça, il partait en vacances, mais Fleming travaillait quand même sur tout ce qui était antibactérien. Il avait travaillé sur le lysozyme avant, et donc c'était des questions qui l'intéressaient. Et ça, c'était en 1928, mais il n'avait pas vraiment l'idée, je ne sais pas si c'était une idée, mais il ne voyait pas tellement l'utilisation thérapeutique de la pénicilline parce que finalement, c'est quelque chose qui était relativement peu efficace, même si c'était très intéressant. Et donc, il a fallu 12 ans avant que trois chercheurs à Oxford, Florey, Chen et Esley,
produisent suffisamment donc de molécules pour pouvoir faire d'abord des expériences chez la souris et de montrer comment la pénicilline pouvait tuer un streptocoque, et ensuite des expériences chez l'homme. Mais dans le cas des expériences chez l'homme, la première personne qui avait une infection, il l'a traitée avec ce qu'ils avaient comme stock, et en fait ils en avaient pas suffisamment, et donc même ils ont repris l'urine de ce patient pour repurifier la pénicilline à partir de l'urine, et le patient est décédé. Et ensuite ils ont fait des tests chez des enfants qui avaient aussi des septicémies. Et là, dans ce cas-là, comme c'était des enfants qui étaient donc plus légers, ils arrivaient à avoir suffisamment de pénicilline pour soigner. Et donc ça c'était au début des années 40. Hein, et ensuite il y a eu tout un accord avec les Américains pour produire en masse la pénicilline. Et donc vous voyez là, c'est des fermenteurs, hein, mais moi, quand j'ai commencé mes études, j'étais allé visiter, il y avait des usines Rhône-Poulenc à Vitry, je pense. Et ce que je me rappelle, ils avaient des fermenteurs, et ils comparaient ça à des piscines olympiques, quoi. C'était à ce moment-là, même au bord de la Seine, il y avait des productions en masse. Et parce qu'il faut produire des kilos d'antibiotiques. Hein. Quand vous avez un traitement en antibiotiques, c'est 1 gramme. Par exemple, ça peut être 1 gramme 3 fois par jour, mais ça, c'est plutôt il peut y avoir des traitements où c'est 20 grammes par jour de pénicilline pendant 10 jours. Vous voyez, ça fait 200 grammes. Et pour produire 200 grammes avec des levures, avec des champignons, c'était quelque chose qui nécessitait ces volumes de fermentation. Et ensuite, donc à partir de 43, ça a été utilisé et ça a été extrêmement efficace. Alors ça, c'est la pénicilline. La pénicilline, elle est très efficace sur le staphylocoque doré, elle est très efficace sur Escherichia coli, mais elle n'est pas efficace sur la tuberculose, qui est une maladie qui tue énormément, hein, qui est une des principales responsables de mortalité due à des infections bactériennes dans le monde. Et donc, il y a Albert Schatz, qui travaille dans le laboratoire qui s'appelle Waxman, mais c'est Schatz Waxman a eu le prix Nobel, mais c'est Schatz qui a trouvé la molécule. En fait, ils se dit, finalement, la pénicilline s'est produite par des champignons du sol. Donc, ils vont screener. Là, ils ont screené pas des champignons du sol, mais des bactéries du sol, hein, des Streptomyces. Et ils ont identifié, ils ont fait ça systématiquement, et ils ont trouvé la streptomycine. Et la streptomycine soigne finalement la tuberculose. Et donc, à partir des années 50, la tuberculose a été traitée avec de la streptomycine, et ça guérit énormément de personnes. Et aujourd'hui, on n'utilise plus la streptomycine parce que beaucoup de souches de Mycobacterium tuberculosis, donc la bactérie qui est responsable de la tuberculose, sont résistantes à la streptomycine. Alors, donc il y a juste un point de détail, c'est que donc les antibiotiques, hein, ça agit spécifiquement sur les bactéries. Donc c'est le principe donc d'agir. Ça peut soit uniquement bloquer la multiplication, donc on dit que c'est bactériostatique, soit c'est bactéricide, ça tue la bactérie. Et en général, on cherche plutôt à avoir des antibiotiques bactéricides qui vont être plus efficaces. Alors juste, il ne faut pas confondre les antibiotiques avec les antiseptiques, hein, comme l'alcool, le javel, le triclosan, ou des molécules parce que ces molécules sont aussi toxiques pour les cellules humaines, et les cellules humaines sont protégées avec la kératine, mais si on avale de l'eau de javel, c'est déconseillé. Donc ça, c'est un point qui est important, donc de bien distinguer les deux, même si finalement on s'aperçoit qu'il y a des bactéries qui sont moins sensibles à certains antiseptiques, vont contribuer à la résistance aux antibiotiques. Donc il peut y avoir quand même un lien pour la résistance, mais au niveau du mode d'action, c'est très différent. Alors, donc là, le principe d'une bactérie, donc les bactéries vont agir spécifiquement sur des mécanismes bactériens, donc qui sont différents. En général, ça marche bien. Et donc, l'antibiotique doit en premier bloquer la croissance bactérienne.
Donc, et éventuellement tuer les bactéries. Donc ça, c'est ce qu'on recherche. Mais l'antibiotique ne doit pas être toxique ou être le moins toxique possible. Alors en fait, quand on prend les antibiotiques peuvent être toxiques, mais pas par leur mode d'action. C'est-à-dire que, par exemple, si un antibiotique va empêcher la fabrication des protéines par la bactérie, chez l'homme, ça ne va pas empêcher la fabrication de protéines par la machinerie humaine. Mais par contre, ça peut agir sur des phénomènes par hasard. Ça va avoir une action sur d'autres systèmes. Et parfois, il y a une toxicité. On ne connaît pas le mécanisme de cette toxicité. Par exemple, il y a la famille de la streptomycine, hein, donc c'est des antibiotiques qu'on appelle les aminosides, qui peuvent entraîner une surdité, ou qui peuvent avoir aussi un effet sur le rein. Et donc, c'est des antibiotiques qui doivent être utilisés de manière plus précautionneuse. Les antibiotiques comme de la famille de la pénicilline, c'est des antibiotiques qui ont très rarement des effets négatifs. Et juste une petite remarque qui est assez importante, hein, et c'est en fait, là, il y a, par rapport à la pénicilline, hein, d'un point de vue de la pratique, hein, il y a des personnes qui ont des allergies à la pénicilline. Et là où il faut faire très attention, c'est, et je vois par exemple chez les enfants, c'est parce que la famille de la pénicilline, c'est vraiment, entre guillemets, les meilleurs antibiotiques, on peut dire. C'est très efficace, c'est peu toxique. Et il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des gens qui pensent avoir une allergie à la pénicilline, mais en fait, le truc, c'est qu'ils ont eu une infection bactérienne qui a été traitée et en même temps, ils ont eu une virose qui a entraîné l'apparition de boutons. Et donc, du coup, il y a cet effet simultané. Et donc, on va considérer qu'ils sont allergiques alors que ce n'est pas le cas. Et donc, juste pour vous raconter une petite histoire, mais j'ai une petite fille comme ça qui a eu justement cet aspect où il pensait qu'il y avait une allergie. Et du coup, elle a pris une dose d'amoxicilline alors qu'elle n'était pas malade. Elle était quand même à l'hôpital. Hein, et donc, elle a eu ce traitement. Et en fait, elle n'a pas du tout déclenché de réponse allergique. Et donc, ils ont déduit qu'elle n'était pas allergique, mais que effectivement, elle avait dû avoir cette virose. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui, d'un point de vue pratique, c'est important d'être sûr qu'on est allergique si on pense qu'on est allergique, parce que on peut si on ne prend pas si on prend d'autres antibiotiques, il y aura plus d'effets indésirables. Alors les antibiotiques, quand on va les obtenir, soit par oral, soit en intraveineux. Ensuite, ces antibiotiques doivent être relativement stables. Ils ne doivent pas être dégradés rapidement par les machineries, par le foie par exemple. Ils ne doivent pas non plus se fixer à des protéines du sang et donc devenir inactivés. Ils ne doivent pas être excrétés très rapidement par le rein. Donc il y a toute cette problématique-là. Et donc l'objectif, c'est d'atteindre une concentration suffisamment élevée au site de l'infection. Donc il y a des sites qui sont très faciles à atteindre, comme au niveau de l'urine, parce que souvent les antibiotiques sont concentrés au niveau de l'urine. Donc du coup, c'est pour ça que les traitements contre les infections urinaires souvent sont très actifs, efficaces si la bactérie est sensible à l'antibiotique. Mais par contre, au niveau ostéo-articulaire, là, ou même au niveau du poumon, on a du mal à atteindre des concentrations suffisamment importantes et donc les traitements sont moins efficaces. C'est pour ça que dans certains cas, on peut avoir au niveau, par exemple, d'une prothèse, une bactérie qui va se multiplier. Cette bactérie va se multiplier très doucement, et donc elle aura un effet très grave pour le patient, mais les antibiotiques seront très peu efficaces. Et donc du coup, dans certains cas, on est obligé de réopérer pour éliminer la bactérie en ayant ouvert au niveau de la plaie, au niveau de la prothèse. Donc, donc les antibiotiques, je vais vous montrer un petit film pour montrer. Donc là, vous avez une bactérie qui se multiplie sur de l'agar, hein, sur une milieu de culture. Et donc vous voyez, c'est c'est un film qui dure 3 heures, hein, je pense. Donc, vous voyez, la bactérie se multiplie très vite. Hein. Et donc à droite, hein, donc on a donc dans le milieu, on a un antibiotique qui a été rajouté. Donc la bactérie commence par se multiplier et puis vous voyez, ça se termine mal pour elle. Toutes les bactéries éclatent. Et en fait, c'est un traitement avec une pénicilline et cette pénicilline empêche la bactérie
de fabriquer ce qu'on appelle sa paroi. Et donc, comme il y a une pression osmotique importante, elle va éclater du fait de l'absence de sa paroi. Voilà. Donc, les antibiotiques vont cibler des mécanismes qui sont indispensables pour la vie de la bactérie. Donc, il y a beaucoup d'antibiotiques qui ciblent la fabrication des protéines. Donc, il y a différents stades dans la fabrication des protéines. Donc, on a beaucoup parlé de l'ARN messager. Donc, chez les bactéries, il y a aussi des ARN messagers. Et les ARN messagers, ensuite, sont recopiés en protéines. Et donc, on a des antibiotiques de la famille de la rifampicine qui vont empêcher la fabrication des ARN messagers par la bactérie. On a énormément d'antibiotiques qui ciblent la partie de l'ARN messager vers la protéine. Donc, on a une énorme machine qui s'appelle le ribosome. Et il y a beaucoup d'antibiotiques qui vont bloquer la fabrication des protéines. Et la pénicilline, comme je l'ai dit, c'est des molécules qui vont bloquer la fabrication de la paroi bactérienne. Et donc, comme la paroi bactérienne n'est plus fabriquée, la bactérie va, entre guillemets, exploser littéralement. Donc, on a tous ces processus-là. Et actuellement, ce qu'on cherche, c'est avoir des antibiotiques qui vont cibler d'autres mécanismes. Parce que lorsqu'on a des antibiotiques qui ciblent des cibles similaires dans la bactérie, on a toujours le risque d'avoir une sorte de résistance croisée. C'est-à-dire qu'une bactérie qui est résistante à un antibiotique qui existe déjà, si on cible le même site dans la bactérie, on a un risque toujours d'avoir une bactérie qui va être déjà résistante parce qu'elle est résistante à l'antibiotique précédent. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc pour résumer, donc les antibiotiques, c'est, comme je l'ai dit, c'est des médicaments qui sont particulièrement efficaces. Hein. Ça sauve des vies. Par exemple, lorsqu'on a une opération, il y a certaines opérations qui seraient très difficilement faisables si on n'avait pas accès aux antibiotiques. Et donc, du coup, il y a ce message d'utiliser les antibiotiques quand c'est nécessaire, mais uniquement quand c'est nécessaire. Et donc, le point, c'est effectivement, il y a certains pays où il y a finalement un manque d'accès à des antibiotiques. Donc, par contre, il y a des pays qui consomment beaucoup d'antibiotiques. Voilà. Et donc, alors maintenant, donc là, c'est un peu ce que j'ai déjà dit, hein, mais le point, ce qui est important de voir, c'est que donc dans le corps humain, les bactéries se multiplient. Et les antibiotiques vont essayer de bloquer cette multiplication. Et donc, le risque, c'est qu'au cours de ce processus-là, avant que l'antibiotique ait réussi à éliminer les bactéries, il y ait des bactéries résistantes qui soient présentes et qui vont donc échapper à l'antibiotique. Et en fait, lorsqu'on étudie, par exemple, comment les bactéries deviennent résistantes dans le corps humain, on a certaines similarités avec ce qui se passe dans le cas des tumeurs. Et lorsqu'on va avoir un traitement anticancéreux, et il va y avoir des cellules qui peuvent, par mutation, par exemple, échapper au traitement et donc se multiplier. Et donc, on va avoir une rechute du cancer parce que certaines cellules sont devenues résistantes au traitement. Et donc, c'est similaire dans le cas des bactéries. Alors, donc ça, c'est c'est une technique très simple pour tester si une bactérie est sensible ou résistante aux antibiotiques. Et donc, le principe, c'est qu'on a un milieu gélosé. Donc, ces boîtes-là, on appelle ça des boîtes de pétri. On coule sur cette boîte de pétri une solution de bactéries et on rajoute ces petits disques qui contiennent donc une certaine concentration bien définie d'antibiotiques. Donc, vous avez à gauche une bactérie qui est multisensible. Donc, vous voyez qu'on a autour de chacun de ces disques une zone qu'on appelle zone d'inhibition où les bactéries ne se multiplient pas. Et à droite, vous avez une bactérie qui est extrêmement résistante. Elle est résistante pratiquement à tous les antibiotiques qui sont testés ici. Et on voit que les zones d'inhibition sont beaucoup plus petites. Alors, c'est une technique qui est très simple, mais c'est ce qui est toujours utilisé dans les laboratoires à l'hôpital, par exemple. C'est ce qui est le plus... ils font des centaines... nous, on collabore beaucoup avec l'hôpital de Bicêtre, et c'était des centaines de boîtes tous les jours qui sont faites pour tester la susceptibilité ou la résistance
aux antibiotiques. Alors, donc quand on a une population bactérienne, c'est donc un processus qu'on pourrait dire darwinien, c'est-à-dire qu'on a un phénomène de sélection. On a une population qui est sensible. Si on traite aux antibiotiques et que toute la population est sensible, elle va être éliminée. Si dans cette population, on a une bactérie qui est résistante, donc ici la bactérie en jaune, les autres bactéries sont éliminées et cette bactérie va se remettre à se multiplier, comme je l'ai dit, et va réoccuper l'espace. Alors ça, ce phénomène-là, c'est quelque chose qui est vrai à la fois pour tous les micro-organismes, et c'est aussi vrai dans le cas, par exemple, des tumeurs. De la même façon, on va avoir le point, c'est que là, vous voyez, si on se met dans la figure à gauche, si on a une seule bactérie résistante, et si on ne met pas d'antibiotiques, finalement, par dilution, cette bactérie résistante, elle va disparaître. Mais c'est une fois qu'on met des antibiotiques, elle va se multiplier et elle va occuper tout l'espace libéré par ces sœurs qui ont, elles, été sensibles. Et donc, là, le point, c'est que les bactéries, il y a une différence qui est très importante entre les bactéries et les autres micro-organismes. Donc, un mécanisme pour devenir résistant, c'est une mutation. Donc, par exemple, si on a la cible de l'antibiotique, si la cible mute et que l'antibiotique ne veut plus agir sur la cible, et si la cible conserve son activité, la bactérie devient résistante. Donc, par exemple, je vous l'ai dit, là, il y a la streptomycine agit sur le ribosome, cette grosse machinerie pour la synthèse des protéines, et il peut y avoir une protéine, si elle mute, la bactérie devient résistante à la streptomycine. Il y a un deuxième mécanisme de résistance chez les antibiotiques, c'est ce qu'on appelle l'acquisition d'un gène de résistance. Et ça, c'est quelque chose qui est... Donc, la mutation, ça peut se passer, par exemple, dans le cas du virus HIV, dans le cas du sida, et ben, quand on faisait un traitement avec une seule molécule, très rapidement, il y avait des virus qui devenaient résistants à cette molécule et il y avait un échappement. Donc, c'est pour ça qu'on faisait les trithérapies pour finalement éviter que les virus puissent apparaître en ayant muté. Dans le cas des bactéries, on a ce qu'on appelle des gènes de résistance, c'est-à-dire des gènes qui vont fabriquer un système d'immunité contre l'antibiotique. Donc ça peut être une molécule qui va détruire l'antibiotique, par exemple, une protéine qui va détruire l'antibiotique, par exemple dans le cas de la pénicilline, on appelle ça une pénicillinase qui va détruire la pénicilline. Et ces gènes de résistance ont la capacité de passer d'une bactérie à une autre bactérie. Donc vous voyez là, dans ce schéma-là, on a une bactérie bleue qui est sensible, une bactérie jaune qui est résistante, et la bactérie jaune peut finalement transmettre à la bactérie bleue le gène de résistance, et la bactérie bleue devient résistante à l'antibiotique. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que même on peut avoir, donc c'est une sorte de mini-chromosome. Ce mini-chromosome peut passer d'une bactérie à une autre bactérie, et ce mini-chromosome peut coder, donc peut porter des gènes de résistance à plusieurs antibiotiques. Et ça peut être 5 ou 6 antibiotiques. Et donc, ce qui fait que la bactérie bleue S va recevoir un plasmide, donc ce qu'on appelle ces mini-chromosomes, qui contient ces 5 gènes de résistance. Et donc, en une seule étape, elle va devenir résistante à 5 antibiotiques. Et donc là, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait les microbiomes. On a nos microbiomes dans le ventre, on a sur la peau, dans la bouche. Et donc, les bactéries qu'on a dans le tube digestif, si on prend des antibiotiques, elles sont soumises à cette sélection. Elles vont constituer ces plasmides, donc ces mini-chromosomes qui portent des gènes de résistance. Ça va les sélectionner. Et ils vont pouvoir passer d'une bactérie à une autre bactérie. Et donc, tous ces microbiomes, que ce soit chez l'homme, chez l'animal, dans l'environnement, ça va constituer des réservoirs de gènes de résistance, donc des réservoirs de résistance qui peuvent passer aux bactéries pathogènes. Alors, juste pour vous expliquer, donc là, on a ici, par exemple, une photo un peu ancienne, mais qui est très classique, où on voit finalement ce qu'on appelle un pilus, une sorte de poêle, dans lequel l'ADN va passer d'une cellule
à une autre cellule. Et donc, on a donc c'est ce mini-chromosome qui peut, de cette manière-là, transmettre des gènes d'une bactérie à une autre bactérie. Alors, il y a beaucoup de gènes qui peuvent être transmis, hein, pas uniquement des gènes de résistance aux antibiotiques, hein, il y a d'autres fonctions, mais en particulier, dans le cas des gènes de résistance, c'est un gros problème. Et ça, il n'y a que les bactéries qui font ça. Et donc, il y a ces deux aspects qui sont importants quand on réfléchit à la résistance aux antibiotiques. C'est cet aspect des microbiomes qui sont aussi soumis aux antibiotiques et donc pour lequel on va avoir plus de résistance. Et puis, cette capacité des bactéries à s'échanger des gènes de résistance. Donc ça, c'est un effet qui est important, c'est de tenir compte de cet effet collatéral des antibiotiques sur les flores. Et donc, on peut se poser la question d'où viennent les gènes de résistance. Alors, les gènes de résistance, parce que la résistance date bien avant l'utilisation des antibiotiques par l'homme. Tout d'abord, les bactéries qui produisent des antibiotiques, donc produisent aussi un moyen de se protéger contre les antibiotiques. Donc, les streptomyces, par exemple, lorsqu'on produit de la tétracycline, eh ben, la bactérie va porter le gène de résistance à la tétracycline. Et ce gène de résistance, il a été capturé et il a été transmis ensuite à d'autres bactéries. De la même façon, il y a des bactéries de l'environnement qui codent pour des fonctions de lutte contre les antibiotiques. Et donc, en fait, les antibiotiques existent parce que c'est des produits naturels. Hein, ça, c'est un point que j'ai pas dit, c'est que les antibiotiques sont produits majoritairement par les bactéries et par certains champignons. Donc, dans l'environnement, on va trouver des antibiotiques qui sont produits, bon, en très petite quantité par rapport à ce qu'on utilise. Mais du coup, il y a aussi des gènes de résistance qui sont apparus dans la nature. Donc, c'est un processus, là, les antibiotiques sont un processus naturel et la résistance est aussi un processus naturel. Et donc, il y a, alors, je pense que quand on parle de l'usage des antibiotiques, hein, du mauvais usage, il y a un aspect qui est, finalement, ça va sélectionner de la résistance et si on peut considérer un peu d'une manière collective, quand on prend de manière inutile des antibiotiques, on va contribuer à l'augmentation de la résistance. Donc ça, c'est un effet collectif, un peu comme, bon, j'aime pas trop cette comparaison, mais comme le réchauffement climatique. Et finalement, d'un point de vue individuel, ça n'a pas forcément un très grand effet. Mais par contre, il y a quand même des effets négatifs des antibiotiques. Hein. Donc, ce que je vous ai expliqué sur les flores, ça peut entraîner des diarrhées. Lorsqu'on a des prises d'antibiotiques très importantes, ça entraîne des effets vraiment délétères sur la santé. Ça peut contribuer à l'augmentation des allergies. Lorsque les bébés prennent beaucoup d'antibiotiques, finalement, ça va perturber la mise en place de leur microbiome digestif et ça peut avoir un impact sur leur santé future, notamment sur les allergies. Et puis, il y a certaines infections qui sont favorisées par la prise d'antibiotiques, notamment des infections digestives. Hein. Donc, et un point aussi qui est important, c'est que si on prend des antibiotiques, on va augmenter la quantité de bactéries résistantes qu'on a dans le tube digestif. Et donc, si juste après avoir pris des antibiotiques, par exemple, admettons qu'on prenne des antibiotiques pour une bonne raison, on a une angine, on prend des antibiotiques, ça va entraîner un effet sur notre tube digestif, sur la flore. Et si une semaine après, on a une infection urinaire avec un Escherichia coli qu'on avait dans le ventre, eh ben on aura une probabilité beaucoup plus élevée d'avoir une bactérie qui sera résistante, qui va causer cette infection. Donc c'est pour ça qu'on a des effets qui, d'un point de vue individuel, justifient de prendre des antibiotiques. En fait, c'est ce que j'expliquais dans cette diapositive-là. C'est-à-dire que le fait de prendre des antibiotiques va entraîner un enrichissement dans les bactéries qui sont résistantes et donc un risque plus élevé d'avoir une infection avec une bactérie résistante aux antibiotiques. C'est pour ça que quand on a des infections à répétition, finalement, on va enrichir en bactéries résistantes. Alors maintenant, je vous ai dit, la situation est très variable entre les différents pays. Et donc là, vous avez, ici, c'est une diapositive qui est ancienne, mais qui montre l'évolution de la résistance au début des années 2000 dans différentes régions du monde. Et donc la courbe verte en bas, ça correspond à ce qui se passe en Europe. Donc il y a eu une augmentation régulière, mais relativement faible, de la résistance aux antibiotiques. Et donc vous avez la courbe rouge, c'est dans le sud-est asiatique, où vous avez des taux de résistance qui sont extrêmement élevés. Alors ça, c'est pas les infections, c'est le portage de bactéries résistantes. Et ce qui veut dire qu'on a vraiment une très grande différence entre les pays. On a des pays où on peut dire que la situation est relativement sous contrôle, hein, ce qui se passe en France.
Et on a des pays où on a une situation qui est beaucoup plus dramatique, hein, notamment dans le sud-est asiatique, ou même en Afrique du Nord, on a des taux de résistance qui sont très importants. Alors, donc là, on a des transmissions qui sont liées au voyage. Et donc, il y a des expériences qui ont été faites où on a des personnes qui partaient voyager. Donc, on a analysé les bactéries qu'ils avaient au niveau du tube digestif, hein, donc par un écouvillon rectal. Et puis, c'était des gens qui ne portaient pas de bactéries résistantes. Et quand ils revenaient de leurs vacances, eh ben, ils étaient à nouveau analysés. Et il y avait ceux qui avaient voyagé en Inde, pratiquement 100% des gens qui avaient voyagé en Inde étaient porteurs de bactéries multirésistantes. Ceux qui avaient voyagé en sac à dos, en allant, avaient une probabilité plus élevée d'être porteurs de bactéries résistantes que ceux qui étaient dans des hôtels 4 étoiles donc il y avait des différences comme ça. Et donc, on a analysé finalement le retour. Et donc, un point aussi que je voudrais dire, c'est que en France, on consomme beaucoup d'antibiotiques. On est vraiment des champions, on consomme 2 fois plus que les Allemands, mais le niveau de résistance aux antibiotiques en France est relativement faible. Il est comparable, il n'est pas différent de ce qui se passe en Allemagne. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en France, il y a quand même un système au niveau des hôpitaux, par exemple, l'aspect hygiène est très important. C'est-à-dire qu'il y a des mesures qui sont prises. Par exemple, si un patient a voyagé en Inde ou si il va y avoir systématiquement une analyse de savoir qui est hospitalisé, s'il est porteur d'une bactérie résistante. Quelqu'un qui a été hospitalisé à l'étranger, quel que soit le pays, va avoir systématiquement une analyse de savoir s'il est porteur d'une bactérie résistante pour éviter que cette bactérie soit transmise au sein de l'hôpital à un autre patient. Et donc, il y a un contrôle très important pour éviter, bon, ça peut arriver de temps en temps, on entend parler d'hôpitaux où il y a des épidémies, des transmissions, mais par exemple, en France, on consomme à peu près plus d'antibiotiques qu'en Italie, mais il y a un problème beaucoup plus sérieux de résistance aux antibiotiques en Italie, dans les hôpitaux, que la situation en France. Alors, il y a des prédictions qui sont faites sur comment on va évaluer. Donc, il y avait des chiffres qui indiquaient, vous voyez, ça c'est en 2050, et donc il y avait une évaluation de 10 millions de morts par an dues à la résistance aux antibiotiques. C'était assez... alors, il y avait Bon, moi, je dois dire que ce modèle-là, je trouvais ça pas très scientifique. Alors, il y a une étude récente qui a analysé l'impact des antibiotiques en termes de mortalité dans le monde. Et donc, les résultats montrent que c'était une étude qui a été très, très riche, qui a à la fois collecté énormément de données et utilisé de la modélisation mathématique. Et donc, ils arrivaient à peu près un peu plus d'1 million de personnes, de décès, qui seraient dus aux antibiotiques. Et donc, dans ce cas-là, ils comparaient une personne est infectée par une bactérie sensible aux antibiotiques ou par une bactérie résistante. Et puis, un peu plus de 4 millions, 4,7 millions, qui sont associés. Donc, c'est des gens qui vont mourir d'une bactérie résistante. Mais dans ce cas-là, on compare à la survie si la personne n'avait pas été infectée. Et en fait, au total, il y a environ 9 millions de décès qui sont dus à des infections bactériennes. Donc, à peu près la moitié des cas, c'est des bactéries résistantes. Mais effectivement, c'est parce que les bactéries sont effectivement de plus en plus résistantes, mais pas forcément à plusieurs antibiotiques dans ce cas-là. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce chiffre-là, en fait, et donc ça prédit une augmentation, mais cette augmentation, en fait, est liée essentiellement au vieillissement de la population. C'est-à-dire que la population mondiale va vieillir, et donc les gens âgés sont plus fréquemment malades et vont prendre plus d'antibiotiques, et ça va entraîner une augmentation de la résistance, et aussi il y a plus de décès chez les gens âgés que chez les gens plus jeunes, quoi. Et donc, du coup, il y a cet effet est lié essentiellement au vieillissement de la population. Mais reste que on a un niveau élevé de résistance aux antibiotiques, un niveau élevé de décès dus aux antibiotiques, et il reste aussi, ce qui est très important, c'est un niveau élevé de décès dus à des bactéries sensibles, parce que finalement, on n'arrive pas à traiter ces infections. Alors, juste un petit point par rapport à cette recherche. Donc, j'ai pas discuté tellement de la recherche à l'Institut Pasteur sur la résistance aux antibiotiques et le développement de nouveaux antibiotiques, mais l'Institut Pasteur fait partie d'un réseau d'Instituts Pasteur. Il y a une trentaine d'Instituts Pasteur dans le monde,
Et vous voyez les points jaunes, ce sont les différents instituts Pasteur qui sont dans des endroits où vraiment il y a des problèmes d'infection bactérienne et liés à la résistance aux antibiotiques. Donc la recherche dans ces instituts Pasteur est très importante parce qu'elle est directement connectée à des régions où on a des gros problèmes de résistance aux antibiotiques. Et donc moi j'ai travaillé avec l'Institut Pasteur du Cambodge, par exemple, sur la question de salmonelle qui était résistante à certains antibiotiques. Alors donc là, je vous ai parlé des bactéries, des antibiotiques, la résistance, des décès qui sont dus à la résistance. Et donc, que fait la recherche? Et donc, il y a deux directions principales. Il y a une direction qui cherche à finalement inverser la courbe et à essayer de mieux soigner avec les antibiotiques qu'on a déjà. Donc, c'est la recherche. Et donc là, mon domaine de recherche, c'est plutôt cette première ligne, c'est de comprendre comment les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques et comment elles disséminent. Donc, je vous ai parlé des gènes de résistance, et donc on étudie à la fois la dissémination des bactéries résistantes, mais aussi des gènes de résistance, et quelles sont les mesures qui permettent de limiter cette transmission. Par exemple, on fait des études dans les unités de soins intensifs pour comprendre quels sont les facteurs qui peuvent contribuer à la dissémination. Un point important, c'est d'améliorer l'hygiène, parce que c'est un des facteurs importants. Et donc, lorsque l'utilisation des gels hydroalcooliques a eu un impact sur, par exemple, les staphylocoques dorés, donc on parle toujours des staphylocoques dorés résistants à la méticilline, qui sont des staphylocoques dorés qui sont très difficiles à traiter, et l'amélioration de l'hygiène hospitalière, l'utilisation des gels hydroalcooliques a entraîné une diminution de ces germes à l'hôpital. Donc, on a eu vraiment un impact très positif. Et donc, il y a un aspect qui est améliorer le diagnostic et puis de mieux utiliser les antibiotiques. Et donc ça, en anglais, on appelle ça le antibiotic stewardship ou le bon usage des antibiotiques. Dans l'hôpital, il y a vraiment des recommandations et dans la médecine en ville aussi de savoir quand il faut prescrire et quel antibiotique. Et donc, il y a toujours une question, c'est est-ce que les médecins vont suivre ces recommandations? Alors, donc, et l'autre volet de la recherche, c'est finalement de mieux soigner les infections bactériennes, à la fois de trouver de nouveaux antibiotiques, idéalement avec de nouvelles cibles, de développer des stratégies alternatives, et puis il y a notamment les vaccins. Alors, je vais juste dire un mot sur les... donc, je vais sauter ça. Mais je vais juste prendre une étudiante qui a travaillé avec moi, une mathématicienne, qui a utilisé une base de données pour laquelle il y avait à peu près 1 million de bactéries pour lesquelles on connaît leur résistance ou leur susceptibilité aux antibiotiques dans 51 pays et sur 14 ans. Et donc, ce qu'elle a pu voir, c'est qu'on a des différences au niveau des pays, donc une hétérogénéité géographique. Donc là, vous avez des bactéries qui sont résistantes au carbapenem. Donc ça, c'est des bactéries qui sont très résistantes, très dangereuses. Et vous voyez qu'en Russie, par exemple, on est en rouge. Donc on a un taux de résistance qui est très élevé. En France, on est en vert. On a un taux de résistance qui est bien moins élevé. Et donc, on a une hétérogénéité entre les pays. On a une hétérogénéité dans le temps. Vous voyez ici, là, c'est des bactéries, une famille de bactéries qu'on appelle les Klebsiella. Et à partir des années 2000, il y a eu une augmentation de la résistance à ces antibiotiques. Et donc, elle a utilisé à la fois toutes ces données sur les bactéries, elle a utilisé des données sur qu'elle a obtenues pour les différents pays, donc la qualité des systèmes de santé, les niveaux d'hygiène, la consommation d'antibiotiques, le climat, et elle a pu montrer que finalement, quels étaient les facteurs qui étaient importants pour la dissémination, c'était essentiellement la qualité du système de santé. La qualité des systèmes de santé, globalement, c'était un point important. La température pouvait intervenir aussi pour certaines bactéries, sans doute parce que ces bactéries vont mieux survivre dans l'environnement et donc avoir une plus grande capacité à se transmettre. Et donc ce type de oui. La zone blanche, ça correspond. Alors, c'est effectivement une question qui est très importante, ça. C'est-à-dire que la zone blanche, c'est les zones où on n'a pas de données. Et non, mais c'est un point très important parce que l'OMS travaille beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a tout un plan, d'avoir des meilleures connaissances dans tous les pays.
Et donc, beaucoup de pays se sont dotés d'un plan d'action, mais le problème, c'est que l'OMS n'a pas de budget pour ça. C'est-à-dire on propose un plan, ils proposent des schémas, mais ensuite, ça coûte cher de faire ces analyses et d'avoir ce que fait, par exemple, Santé publique France en France. Ben, c'est quelque chose qui coûte cher. Il y a beaucoup de pays où on a très, très peu de données, on connaît très peu de choses. Et donc ça, c'est des pays qui n'en voient pas pour lesquels il n'y avait pas de bactéries. L'hygiène, c'est effectivement la façon de se nourrir, la qualité de l'eau, il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de tout à l'égout, où les latrines vont aller directement au milieu de la rue, il va y avoir un caniveau dans lequel les eaux usées vont se... Donc à tout cet aspect-là, c'est vraiment là, moi, je vois, j'avais fait un travail à Madagascar et on était dans une situation pour laquelle on a des germes qui vont se multiplier, des germes sensibles et résistants, quoi. Alors, donc quand on diminue la consommation d'antibiotiques. Alors chez l'homme, il y a peu de diminution de la consommation d'antibiotiques, mais il y a quand même un meilleur usage d'antibiotiques. Donc, je vois, nous, on avait notre fils aîné qui avait plein d'otites, et donc il avait souvent de l'augmentin. Donc l'augmentin, c'est une combinaison de 2 antibiotiques, c'est un antibiotique et une molécule anti-résistance. Mais ça sélectionne beaucoup de résistance. Et aujourd'hui, quand un enfant a une otite, on lui donne de l'amoxicilline seulement. Et donc, ce qui sélectionne moins de résistance. Donc, il y a quand même des changements. Alors, c'est dans le domaine animal où il y a une diminution considérable de la consommation d'antibiotiques. Il y a eu, vous voyez, c'était différents plans qui s'appellent éco-antibio. Et il y a eu une diminution d'environ 40% de la consommation d'antibiotiques dans l'élevage. Et a été associé à ça une diminution en général. Donc, vous voyez les courbes à droite. Mais dans le cas, par exemple, des ovins, par exemple, vous avez eu une diminution par exemple, d'une division par 3 de ces bactéries résistantes. Ça, c'est une classe de bactéries résistantes. Donc, il y a eu une diminution quand même. Et donc, dans le cas de l'élevage, la diminution de la consommation d'antibiotiques a un effet sur la résistance. Alors, la diminution de 40%, c'est plus facile dans l'élevage parce que l'élevage partait de très, très haut en termes de consommation d'antibiotiques. Globalement, dans le monde, 70% des antibiotiques sont utilisés chez les animaux et 30% chez l'homme. Donc ça, c'est tout ce qui peut être fait pour bien utiliser les antibiotiques. Ensuite, il y a le diagnostic. Donc il y a quelque chose que vous connaissez sans doute, c'est le streptotest lorsqu'on a une angine, pour distinguer si c'est une angine virale ou bactérienne. Mais il y a beaucoup de travaux pour essayer d'améliorer le diagnostic sur la résistance aux antibiotiques pour directement choisir le meilleur antibiotique. Actuellement, pour déterminer si une bactérie, quand on a une infection, il faut environ 3 jours avant de savoir si la bactérie est résistante ou sensible aux antibiotiques. Donc, on va donner au départ un antibiotique, on a une attitude probabiliste, donc il y a la meilleure chance de traiter l'infection. Mais si on peut choisir le meilleur antibiotique dès le début, on soignera mieux et on évitera la résistance. Et donc, ces tests doivent être rapides, simples et peu chers, et ce qui est assez compliqué. Alors, maintenant, lorsqu'on parle de nouveaux antibiotiques, en fait, c'est un processus, c'est un processus qui est très long et qui est très peu efficace. Parce que, en fait, à chaque étape, donc on doit avoir une molécule efficace sur les bactéries. Ça, c'est assez facile. Après, on doit avoir une molécule qui n'est pas toxique. C'est un peu plus compliqué. Après, on doit avoir une molécule qui doit diffuser jusqu'au site de l'infection. C'est encore plus compliqué. Ensuite, on doit avoir une molécule qui finalement va être active dans des cas d'infection dans un modèle animal. On discutait là de la question des modèles animaux ou non. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile, mais ensuite, on ne sait pas si ce sera efficace chez l'homme. Et une grosse difficulté, c'est l'incapacité qu'on a à tester l'efficacité d'un médicament de manière rigoureuse, en double aveugle, comme doit être fait un test. C'est avec un groupe contrôle parce que finalement, si ces nouveaux antibiotiques, on doit les utiliser pour des infections graves. Et si on a quelque chose qui marche, c'est délicat de ne pas traiter. Et donc, c'est très compliqué finalement de tester l'efficacité des antibiotiques chez l'homme. Et donc, du coup, il y a finalement très peu de nouveaux antibiotiques qui sont développés. Et les grandes industries, Sanofi par exemple, n'a plus du tout de recherche dans le domaine des antibiotiques, par exemple. Il reste quelques compagnies. Est-ce que l'IA permet d'améliorer la recherche dans ce domaine? Oui, alors l'IA
permet, c'est-à-dire que, en fait, il y a deux grandes stratégies au départ pour la première étape, soit des molécules naturelles, et donc dans ce cas-là, on va screener très systématiquement des choses, et ça, il y a peu, pour le moment, peu d'IA, il y a de l'IA qui facilite la recherche, mais pas directement. Il y a une autre possibilité qui est de synthétiser des molécules chimiques, et dans ce cas-là, effectivement, l'IA aide sur des bases de données théoriques de plusieurs millions de molécules différentes, de sélectionner des molécules candidates par rapport à un mode d'action. Donc ça, il y a des publications qui utilisent l'IA pour trouver des molécules, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de molécule très efficace qui a été trouvée par ce moyen-là. Donc à l'Institut Pasteur, on a des robots pour screener l'effet de molécules, hein, donc on a des tests plutôt assez compliqués qui sont réalisés par exemple en mettant des bactéries en contact avec des cellules et en traitant avec des antibiotiques. Donc ça, c'est tout un domaine, mais les gens disent, finalement, on va trouver de nouveaux antibiotiques, mais ces nouveaux antibiotiques, il y aura de la résistance à ces nouveaux antibiotiques. L'avantage, c'est que plus on a des antibiotiques diverses, les bactéries, quand elles sont très résistantes, en général, elles se multiplient plus difficilement. Et donc, les bactéries, si on a une infection, on peut avoir une bactérie qui est très résistante, mais cette bactérie, elle a peu de chances de passer chez un autre individu. Donc, je vous ai dit que les bactéries, elles colonisent le tube digestif, elles sont dans notre flore quand on a des pathogènes opportunistes, mais si c'est une bactérie qui est très résistante, en absence d'antibiotiques, il va y avoir un coût à la résistance qui fait que, en absence d'antibiotiques, souvent elle va disparaître, quoi. Donc plus on a d'antibiotiques, c'est quand même aussi un élément de sécurité. Mais on a donc des stratégies un peu alternatives, hein. Donc on parle souvent des anticorps monoclonaux, par exemple, contre certains virus, mais il y a aussi de la recherche d'anticorps monoclonaux contre les bactéries. Il y a des systèmes, des stratégies qui seraient, au lieu de cibler la bactérie elle-même, de cibler la virulence de la bactérie pour finalement la rendre inactive et ensuite qu'elle soit éliminée par le système immunitaire. Et puis il y a quelque chose qui est aussi qui est assez à la mode actuellement, où il y a beaucoup de recherches, c'est la phagothérapie, hein, dont vous avez dit deux mots, c'est-à-dire d'utiliser les virus antibactériens pour éliminer les bactéries. Et donc ça, l'avantage de ces virus, c'est que ces virus ne font rien à l'homme, ça c'est sûr. Les virus peuvent être très spécifiques, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir une infection et le virus va toucher la bactérie qui est responsable de l'infection et aura très peu d'effet sur les collatéraux, sur le microbiome, donc il y a beaucoup d'avantages. Un des inconvénients, c'est que c'est tellement spécifique que c'est compliqué pour avoir le bon cocktail de virus qui va être efficace lors de l'infection. Donc actuellement, ça reste du domaine de la recherche. Et il y a certains cas de traitement, on dit compassionnel, c'est-à-dire des gens qui avaient une infection pour lesquels les antibiotiques étaient inefficaces. Et dans ce cas-là, on va traiter le patient avec une préparation de virus antibactériens, mais on va quand même conserver les antibiotiques. Et il y a certains cas qui sont très encourageants pour lesquels on a réussi à guérir le patient ou à éliminer la bactérie en combinant les deux. Mais à nouveau, c'est pas une analyse rigoureuse parce qu'on n'a pas un contrôle sans le virus. Donc on ne sait pas si peut-être que le patient aurait quand même guéri, même s'il n'avait pas guéri jusqu'à ce moment-là, mais il aurait peut-être guéri si on avait mis un placebo à la place du virus. Donc ça, on ne sait pas. Et un point aussi important, c'est les vaccins. Donc par exemple, typiquement, le vaccin contre la grippe a un impact sur la résistance aux antibiotiques, hein, parce qu'on va consommer moins d'antibiotiques. Et on parlait des vaccins qu'on peut prendre, le vaccin contre le pneumocoque, par exemple, c'est un vaccin qui va prévenir des infections et donc prévient l'utilisation d'antibiotiques et donc constitue un élément contre la résistance. Voilà, donc pour conclure, donc les médicaments, les antibiotiques, c'est des médicaments qui sont très efficaces. On observe qu'on a une augmentation de la résistance, mais cette augmentation n'est pas la même en fonction des pays. C'est-à-dire qu'en France, on peut dire qu'il y a une augmentation, mais elle est relativement contrôlée. Il y a des pays, notamment dans le sud-est asiatique, où on a une augmentation qui est très inquiétante. Donc, c'est justifié comment? Pardon? C'est justifié comment? Ça s'explique comment? Oui. C'est parce que, en fait, il y a à la fois, on n'est pas certain. Donc, les hypothèses, hein, c'est qu'on a
une question d'hygiène, une question de densité de population, une question aussi de qualité du système de santé. Hein. On a une question aussi des antibiotiques, c'est-à-dire que on va avoir, par exemple au Vietnam ou donc au Cambodge, on a les antibiotiques peuvent être achetés sans ordonnance. Hein. Il n'y a pas en France, par exemple, j'ai cité plusieurs fois le terme de carbapénem. Donc c'est des antibiotiques dits de dernier recours qu'on donne quand les autres n'ont pas fonctionné, et c'est des antibiotiques qui sont prescrits uniquement à l'hôpital. Et donc ça, ces carbapénem, on va dans une pharmacie au Vietnam, on peut acheter des carbapénem. Après, il y a aussi des antibiotiques parfois qui sont périmés ou qui sont sous-dosés, et du coup, quand on a une faible dose d'antibiotiques, ça favorise la sélection de la résistance. C'est-à-dire que quand on fait une demi-dose, c'est très mauvais. C'est pour ça que quand on a un traitement 1 gramme toutes les 12 heures, il faut prendre 1 gramme toutes les 12 heures. Quoi. C'est mauvais de sous-doser, on risque d'avoir... Et il y a aussi un autre point, c'est dans certains endroits, il y a une certaine proximité avec les animaux. C'est-à-dire que en France, bon, il y a les fermes d'un côté, mais dans le cas au Vietnam, par exemple, on va avoir dans les banlieues, par exemple, beaucoup de gens qui vont avoir des porcs, des poules chez eux, et ils vont les nourrir avec des aliments qui sont complémentés avec des antibiotiques. Donc il y a différents facteurs, mais après on ne sait pas forcément quels sont les prédominants. Oui. Il y a un point qui est, est-ce qu'on peut réduire la durée du traitement? Donc ça, il y a des études qui sont faites. Est-ce qu'il vaut mieux une dose plus forte sur un temps plus court, ou est-ce qu'il vaut mieux, effectivement, mais il y a, en fait, c'est des essais cliniques qui sont compliqués à mettre en œuvre, mais on a tendance à essayer de réduire la durée du traitement pour limiter la sélection de la résistance. Ce qui est mauvais, en fait, c'est les faibles doses. Et donc parce qu'il y a une autre question, c'est un patient a classiquement on dit il faut prendre le traitement jusqu'au bout. C'est ce qu'on dit toujours, mais il y a certains médecins qui discutent cette observation-là, de se dire est-ce que c'est justifié ou non Alors le problème c'est la personne qui dit j'arrête, est-ce que elle est vraiment complètement guérie ou pas encore? Et si il y a des discussions là-dessus, quoi. Mais c'est une question compliquée. Voilà. Et donc le point, c'est que l'hygiène, c'est la qualité de l'hygiène est aussi un élément très important. Hein. L'hygiène à tous les niveaux, hein. L'hygiène à la fois individuelle, l'hygiène collective avec les égouts, et l'hygiène hospitalière et l'hygiène c'est des choses qui sont très importantes. Et on voit aussi ce que je disais tout à l'heure, la différence et en Italie, il y a une différence entre le nord et le sud liée à des questions de gestion à l'hôpital. Et donc le point aussi qui est important, c'est aussi de maintenir cette recherche. Et je veux dire qu'il y a eu une prise en compte ces derniers temps, hein, au niveau européen, de la nécessité de la recherche académique dans le domaine des antibiotiques, étant donné que les grandes entreprises avaient quitté ce domaine-là. Et il y a donc maintenant ceux qui sont le plus impliqués dans la recherche sur les antibiotiques, c'est à la fois au niveau académique, il y a des startups, il y a des petites biotech, mais qui ont des difficultés financières assez importantes parce que, comme j'ai dit, c'est compliqué de développer des antibiotiques. Et dans le cas, par exemple, des phages, c'est aussi des systèmes où il n'y a pas de schéma économique derrière. Et donc, pour l'instant, il y avait une entreprise française, par exemple, qui a fait faillite et qui a recréé une nouvelle entreprise. Mais bon. Donc voilà. On a il y a à peu près, par exemple, il y a des bactéries qui sont assez résistantes, hein, qui sont résistantes on appelle les céphalosporines, et il y a à peu près 7-8% de la population qui est porteur, mais on peut être porteur et ensuite on peut se décoloniser, quoi. Et par exemple, quand je vous ai dit là, les gens les voyageurs, hein, donc cette étude voyageurs, en fait, les gens étaient colonisés et certains au bout d'une semaine, au bout d'un mois, parce qu'ensuite il y a eu des analyses dans le temps sur une année, ou jusqu'à ce qu'ils soient décolonisés, et donc la majorité, au bout de 3 mois, s'était décolonisée. Il y en a juste quelques-uns qui ont été colonisés 6 mois ou 9 mois, et au bout d'1 an, je pense qu'ils étaient tous décolonisés, quoi. C'est naturel, et en fait, c'est effectivement un peu, on a toujours plus ou moins les mêmes bactéries, mais c'est pas toujours
c'est-à-dire qu'on a les mêmes familles de bactéries, mais il y a un certain renouvellement, il y a certaines qui disparaissent et d'autres qui apparaissent, quoi. Le truc, c'est que les bactéries sensibles et les bactéries résistantes se transmettent. Les bactéries, en général, les bactéries sensibles, en absence d'antibiotiques, se multiplient un peu mieux. C'est pour ça que, normalement, on devrait se décoloniser. Mais si on a, dans cette salle-là, bon, si une personne prend des antibiotiques, cette personne-là va enrichir beaucoup ces bactéries résistantes et donc aura la possibilité de transmettre ces bactéries résistantes à d'autres personnes en petite quantité. Et puis si une autre personne prend des antibiotiques, et donc finalement, quand on a toute la population, si de temps en temps une personne prend des antibiotiques, ça fait monter d'un seul coup la quantité de bactéries résistantes qui peuvent ensuite passer à différentes personnes et ensuite transmettre des gènes. C'est pour ça que la compréhension du phénomène de transmission de gènes de résistance est assez compliquée. Et juste pour vous donner un exemple d'une étude, je dois faire un séminaire demain dans un centre de recherche. En fait, on a fait une étude sur, pas chez l'homme, mais chez les veaux, la transmission de bactéries résistantes. Donc on avait des veaux dans 440 fermes en Wallonie, et on a étudié, donc on a analysé les génomes des bactéries, et donc de cette façon-là, on pouvait identifier les bactéries qui étaient, entre guillemets, sœurs, quoi. Et donc ce qu'on voyait, ces bactéries qui étaient les plus proches entre elles, et ben on les retrouvait proches géographiquement. C'est-à-dire que des bactéries qui avaient peu de différence, elles étaient à moins de 20 km. Et donc, ce qu'on pense, c'est le camion du laitier qui passe de ferme en ferme, ou l'éleveur qui prend sa voiture avec toutes les crottes qu'il y a sur les pneus, qui va les transmettre entre les fermes, un peu comme ce qui peut se passer dans le cas de certains virus. Et puis, et donc, on voit où on a une certaine proximité. Et ensuite, à plus longue distance, ce qu'on a vu, c'est que on avait une différence en Belgique entre l'Est et l'Ouest de la Meuse. Donc là, il y avait les bactéries qui se regroupaient soit d'un côté, soit de l'autre, et on n'a pas de très bonnes explications, mais bon. Et donc maintenant, quand on a regardé les plasmides, donc ces mini-chromosomes qui portent les gènes de résistance, quand on a regardé les gènes de résistance, eh ben on avait des gènes de résistance qui étaient dans des bactéries différentes, qui étaient passés d'une bactérie à une autre bactérie, et de la même façon, ces gènes de résistance aussi étaient localisés géographiquement. C'est-à-dire qu'on les avait dans certaines zones de la Wallonie. Et donc, ce qui veut dire que, finalement, elles n'étaient pas dans la même bactérie, mais elles avaient été transmises par des bactéries qu'on ne connaît pas, mais elles étaient restées quand même locales géographiquement. Donc, comme de cette façon-là, on pouvait étudier la transmission. Et c'est plus facile avec les veaux parce que, surtout que ces veaux-là ne bougent pas qu'avec les humains qui circulent beaucoup. Alors, donc le point, c'est que je pense que si on avait moins d'hygiène, le point, c'est qu'en fait, on consomme, dans les hôpitaux, on consomme énormément d'antibiotiques. Donc, ce qui fait qu'il y a ça sélectionne beaucoup de bactéries résistantes. Et s'il y a une personne par exemple, si une personne est porteuse de bactéries résistantes, s'il y a une autre personne qui prend des antibiotiques et qui reçoit ces bactéries résistantes, alors ces bactéries résistantes vont être favorisées, elles vont se multiplier. Et donc le point, c'est que, et aussi à l'hôpital, il y a des opérations qui sont beaucoup plus lourdes. Il y a aussi beaucoup plus de patients qui ont des traitements lourds, par exemple de type immunosuppresseur. Et par rapport à la question aussi de la résistance aux antibiotiques dans les hôpitaux, les services où il y a moins d'antibiotiques qui sont consommés auront un niveau de résistance qui sera plus faible que dans les services où il y a plus d'antibiotiques. Par exemple, dans des hôpitaux, par exemple des CHU qui vont faire qui feront des greffes, qui feront des traitements anticancéreux très lourds, ben, il y aura un niveau de résistance important, effectivement des maladies nosocomiales importantes, mais qui est lié à la nature des traitements et à la quantité d'antibiotiques qui est utilisée pour finalement éviter des infections, mais c'est en fait un peu une obligation qui est liée au type de soin qui est fait, quoi. Mais dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que des staphylocoques dorés ont été vraiment contrôlés par l'amélioration alors c'est toujours compliqué. On a observé, il y a une corrélation, il y a une augmentation de l'utilisation de gel hydroalcoolé, plus de précautions au niveau du lavage des mains et une diminution de la résistance des staphylocoques. Mais donc c'est l'explication la plus simple. Mais en fait, ce qui s'est passé tout à l'heure, je vous ai montré des diapositives qui
où il y avait une courbe qui augmentait au Vietnam, au sud-est asiatique. Et ça, c'était des bactéries qui étaient de type des bactéries du tube digestif, hein, soit des Escherichia coli, soit des Klebsiella pneumoniae, donc des bactéries du tube digestif, hein, c'est des bactéries qui sont différentes des staphylocoques et résistantes aux céphalosporines. Donc c'est des antibiotiques de la famille des pénicillines, mais un peu plus élaborés que la pénicilline. Et finalement, pendant la même période, il y a eu une diminution des staphylocoques dorés résistants à la méticilline, mais il y a eu une augmentation des Escherichia coli résistants et surtout des Klebsiella, par exemple, résistants à ces céphalosporines. Alors qu'il y avait la même, théoriquement, plus d'hygiène et tout. Et donc, du coup, par rapport à ce que vous disiez, je pense pas que ce soit l'augmentation de l'hygiène, mais c'est d'autres facteurs qui sont, l'amélioration de l'hygiène, en fait, n'a pas permis d'éviter ces infections. Alors, c'est aussi un point, c'est important, donc dans le cas de la résistance, donc ces bactéries qui sont résistantes aux céphalosporines, elles sont apparues à l'hôpital, parce que c'est là où on utilisait ces antibiotiques, hein. Mais dans le cas donc, des Escherichia coli, ces bactéries sont sorties de l'hôpital et elles sont maintenant ce qu'on dit dans la communauté. C'est-à-dire que, aussi bien moi, je suis peut-être porteur de ces bactéries résistantes aux céphalosporines, et bon, elles ne font rien. Mais du coup, le truc, c'est que quand on a des bactéries qui sont dans la communauté, c'est beaucoup plus difficile à contrôler que des bactéries qui sont présentes uniquement à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, on peut faire des opérations pour essayer de les limiter, alors que dans la communauté, on peut rien faire, quoi. Et donc maintenant, elles sont établies dans la communauté. Et par rapport à ce que vous disiez sur le fait de décoloniser, quand c'est toute la population qui est porteur, c'est beaucoup plus compliqué, quoi, toute la population. Pas toute la population, mais 7-8% de la population, c'est beaucoup plus compliqué pour essayer de faire diminuer ce pourcentage. Alors faire diminuer, c'est compliqué. Ce qu'il faut, c'est déjà éviter que ça augmente, quoi. Il y a une équipe qui travaille sur le microbiome. Il y a plusieurs équipes qui travaillent sur le microbiome. Hein, et il y a une équipe qui travaille sur les émulsifiants. Donc les émulsifiants, c'est ce qu'il y a dans les glaces, ce qu'il y a dans beaucoup de produits, de produits, comment on appelle ça, de produits alimentaires, mais qui ont été processés, qui ont été transformés, voilà. Donc, et en fait, c'est donc au niveau du tube digestif, il y a une couche de mucus et le fait de prendre ces additifs alimentaires, notamment ces émulsifiants, vont abîmer cette couche de mucus et vont favoriser la multiplication de bactéries qui sont néfastes pour notre bonne santé. Et donc, il y a un grand nombre d'études qui montrent l'impact finalement de ces émulsifiants. Donc, dans le cas dans l'alimentation, en fait, c'est sûr qu'une bonne alimentation, c'est quelque chose qui est important pour une bonne santé de notre tube digestif, mais de bien définir quels sont les facteurs de cette bonne alimentation, c'est quelque chose qui est aussi important. Et le point qui est aussi délicat, c'est de se dire, quelqu'un qui est en relativement bonne santé, mais qui aurait une alimentation pas moyenne, est-ce que s'il change pour une alimentation qui serait bonne, est-ce que son microbiome pour lequel il est bien adapté, est-ce qu'il va pas être perturbé, et est-ce que finalement ça va faire vraiment du bien? Donc c'est assez... mais effectivement, je pense que... Alors par rapport aux probiotiques, hein, il y a toujours une discussion, c'est est-ce que les probiotiques sont vraiment efficaces, ou est-ce que par exemple quand on prend des yaourts, est-ce que c'est pas plutôt aussi de l'acide lactique qui est présent dans le yaourt qui va être bénéfique? C'est toujours compliqué de savoir quel est l'effet bénéfique de ces produits, mais c'est sûr que de prendre ces yaourts, c'est meilleur que de prendre des glaces avec beaucoup d'émulsifiants, quoi. Mais non, mais c'est effectivement l'alimentation, c'est un secteur qui est, il y a beaucoup d'études qui sont faites. Alors il y a une cohorte, comme on dit, un ensemble de personnes qui s'appelle Nutrinet, hein, où il y a un grand nombre de personnes pour lesquelles il y a des analyses en fonction de leur habitude alimentaire. Alors une difficulté, c'est que les volontaires dans ce type de cohorte, finalement, c'est des gens qui, en général, ont changé leur habitude alimentaire parce que, finalement, ils sont volontaires et ils sont motivés et donc, du coup, ils vont pas bien reproduire une population qui se nourrirait uniquement de hamburgers et de frites, quoi. Donc, mais c'est vrai que c'est parce que au niveau du tube digestif, hein, donc parmi les fonctions, il y a une fonction donc de la flore bactérienne qui dit un effet barrière.
c'est-à-dire que une flore en bonne santé va empêcher la colonisation par des bactéries pathogènes, et donc notamment parmi ces bactéries pathogènes, par les bactéries qui peuvent être résistantes aux antibiotiques. Donc du coup, cet effet barrière, s'il est diminué pour différentes raisons, et notamment la prise d'antibiotiques, ça peut favoriser finalement la colonisation par des bactéries pathogènes et ensuite des infections, quoi. Et en fait, la difficulté, c'est donc il y avait, moi j'avais discuté avec quelqu'un d'une compagnie américaine qui s'appelle Genentech. Il disait ils faisaient de la recherche sur les antibiotiques, mais ils considéraient ça un peu comme du mécénat. Mais ils faisaient, par exemple, dans les cas des infections, il y a les chocs septiques ou des infections pulmonaires. Par contre, là, c'était un domaine qui était, entre guillemets, pour être lucratif, quoi, si on peut dire. Mais, en fait, la question, c'est la difficulté avec les antibiotiques, c'est, en fait, le principe, si on a un nouvel antibiotique, c'est de limiter au maximum son utilisation. C'est-à-dire de l'utiliser donc ce ne sera pas un produit de grande consommation. Et donc la question c'est combien. Je pense que en fait moi c'est pas des domaines que je connais très bien, mais je pense qu'il y a des négociations globales au niveau de la sécurité sociale avec les entreprises. Et ils gagnent plus d'argent sur certains produits, ils gagnent moins avec d'autres. Mais après ils essayent de se désengager. Bon, mais je pense que il y a quand même pour être un peu optimiste, il y a quand même un certain renouveau dans la recherche sur les antibiotiques, à la fois dans le domaine public, mais aussi il y a quand même pas mal de startups qui se sont montées. Il y a eu des investisseurs, il y a des biotech un peu plus gros que des startups. Mais le problème, c'est effectivement de mettre sur le marché des nouveaux antibiotiques, qui est, même quand on a un antibiotique, il y a une entreprise qui avait un antibiotique qui devait marcher. Bon, je n'ai jamais testé, hein. Et l'entreprise a eu l'autorisation à mettre sur le marché. Et pratiquement au même temps qu'elle a eu l'autorisation de mettre sur le marché ce médicament, elle a fait faillite. Donc voilà. Et je crois que cet antibiotique a été repris par une autre société, quoi. D'une part, les bactéries qui sont très résistantes, bon, elles vont plutôt avoir tendance à disparaître spontanément en absence d'antibiotiques. C'est d'en prendre moins pour les bactéries les plus résistantes. Pour les bactéries qui sont relativement résistantes, elles peuvent survivre longtemps en absence d'antibiotiques. Donc le point, c'est que quand on a un patient, pour le moment, je disais, à peu près 7-8% des personnes qui sont porteurs de bactéries résistantes. Quand on a un patient qui est détecté, et pour certaines bactéries, c'est moins, c'est plutôt de l'ordre de 1%. Si on détecte la résistance chez ce patient, alors le patient, par exemple, va être en chambre individuelle. Il y a aussi pour lui, il y a un certain coût parce que, par exemple, il va être soigné à la fin de la journée. Comme ce sera le dernier patient qui sera soigné pour limiter les risques de transmission. Dans la communauté, effectivement, on peut rien faire. Donc il y a simplement, ce qu'on fait, c'est de bien utiliser les antibiotiques. Enfin, l'objectif, c'est de bien utiliser les antibiotiques, donc de limiter la consommation inutile, et aussi de favoriser, par exemple, des mesures d'hygiène, de se laver les mains après être allé aux toilettes, des choses comme ça, un peu, qui vont avoir un impact sur la transmission, et donc au final sur le niveau de résistance, quoi. Voilà, il n'y a pas de. Alors il y a des gens qui cherchent à développer des aspects curatifs, c'est-à-dire par exemple, quand ce sera pas une élimination complète, mais on pourra éliminer 90-95% des bactéries résistantes ou plus, mais c'est pas un antibiotique, mais par exemple quelqu'un qui aurait une bactérie multirésistante dans le tube digestif, qui va avoir une opération. Donc l'idée, c'est de le décoloniser, mais pas en utilisant un antibiotique, mais en utilisant une sorte d'outil qui va, un peu comme un phage, mais qui va être défini pour tuer cette bactérie uniquement si elle est résistante. Donc ça, il y a de la recherche dans ce domaine-là, quoi. Mais effectivement, la question de savoir comment faire baisser la résistance, c'est quelque chose qui est une question importante, quoi. Les bactéries dans le sang, c'est des septicémies, hein, c'est effectivement. Mais normalement, en fait, il y a sans doute il y a des bactéries qui vont passer dans le sang très régulièrement, hein, du tube digestif, par exemple. Elles peuvent
il y a des zones qui sont très fines au niveau des capillaires, hein, mais les bactéries, le système immunitaire est très efficace et l'immunité innée va éliminer les bactéries très rapidement, quoi. Et lorsqu'on a, parce que le diagnostic dans le sang, en fait, ce qu'on fait quand on prend un certain volume de sang, on mélange ce sang avec un milieu de culture stérile et on met ça à 37 degrés à agiter pour que les bactéries se multiplient, pour les diagnostiquer. Et donc, en fait, quand on a une septicémie, c'est un très petit nombre de bactéries qui sont présentes dans le sang. C'est-à-dire que quand on commence à avoir beaucoup de bactéries, en général, la personne est morte, quoi. Et donc, du coup, c'est pour ça que on peut pas se dire, ben, pour diagnostiquer, on va prendre un peu de sang, une goutte de sang, on va regarder au microscope, et puis, si entre les globules rouges, on voit quelques bactéries, et ben, on va pouvoir, ou avec un système d'anticorps, par exemple, pour les colorer, et ben non, parce on peut pas mettre ça sous un microscope, quoi. On peut pas, le nombre de bactéries est trop faible. Et pourtant, ça a un effet important. Ben là, tout à l'heure, je vous ai montré cette étudiante en thèse, Èvre, qui a effectivement fait des modèles mathématiques pour essayer de voir quels étaient les facteurs qui contribuaient. En fait, la difficulté, c'est la qualité des données qu'on a. C'est-à-dire qu'on a des données, par exemple en Europe, on a des données relativement bonnes pour les infections. Donc on sait les bactéries qui sont responsables d'infections, on les connaît. Par contre, sur les bactéries qu'on a dans le tube digestif, là on a des très mauvaises données. Donc par exemple, on va avoir aussi des données qui seront globales, mais on n'a pas des données, par exemple, par tranche d'âge chez les bébés, chez les enfants, chez les personnes âgées. Donc du coup, ce qui fait que c'est très compliqué. C'est un objectif. Hein, il y a des gens qui travaillent dessus, mais dans cette modélisation, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est pour ça que le fait de se dire, ben, si on diminue la consommation d'antibiotiques, est-ce que ça va entraîner une diminution? Est-ce que ce sera efficace? Bon, les gens mettent ça dans les modèles, mais pour le moment, en fait, on n'a pas des données. En fait, chez l'homme, on n'a pas de données, on n'a pas de baisse de consommation d'antibiotiques, donc on peut pas voir. Alors, chez un individu, oui, mais en fait, le truc, c'est que la question, c'est le niveau global de résistance, c'est un phénomène collectif. Chez un individu, par contre, je pense que c'est mieux connu, ça. En fait, le point, c'est que si on ne traite pas, bon, je suis pas médecin, hein, donc, mais les bactéries, en fait, il va y avoir soit le système immunitaire va éliminer les bactéries, soit les bactéries vont continuer à se multiplier, et donc dans ce cas-là, on va avoir une réponse immunitaire qui va exacerber, et c'est en fait un mélange entre la réponse immunitaire et l'infection qui vont entraîner tous les effets négatifs, quoi. C'est un peu comme ce qu'on observait avec l'inflammation dans le cas du Covid. Voilà, mais je sais pas s'il y a des médecins dans la salle qui pourraient me corriger, mais on va pas avoir une densité. Alors il y a des cas, par exemple, dans le cas du méningocoque, hein, qui provoque des méningites, il peut y avoir chez les bébés. Chez les bébés, par contre, les bébés qui ont un système immunitaire qui est qui est peu efficace, il peut y avoir des bactéries qui se multiplient et le bébé va mourir en quelques heures, hein, parce que et là, dans ce cas-là, effectivement, on va avoir beaucoup de bactéries quand on va analyser le sang. Mais c'est trop tard. Même les antibiotiques vont mettre, même si on traite, il y a une certaine course et en général, si on commence à traiter trop tard, il y a trop de bactéries et les effets sont, les antibiotiques ne réussissent pas à éliminer les bactéries, quoi. Il y a j'ai pas son nom, mais il y a une personne à Strasbourg qui a monté un groupe qui associe des historiens et des biologistes justement pour se poser ce type de questions. Et donc on discutait de médicaments contre le paludisme, hein, mais il y a un médicament contre le paludisme qui s'appelle l'artémisidine, qui est très efficace, hein, et en fait c'est un médicament qui vient de la médecine chinoise. Et donc la chercheuse qui a finalement fait la transition entre la médecine traditionnelle chinoise et le développement de cet antipaludéen qui est le plus efficace actuellement en combinaison avec un autre, a eu le prix Nobel pour ça, quoi. Donc, effectivement, alors dans le cas des antibiotiques, en fait la difficulté, il y a des discussions sur est-ce que certaines préparations avec des champignons, avec
En fait, comme je vous l'ai dit, dans le cas par exemple de la pénicilline, c'est par gramme qu'il faut parler, et donc c'est difficile d'avoir des quantités efficaces avec ce qu'on peut avoir en termes d'antibiotiques. Et sinon, juste pour un point qui était, une fois, j'avais fait une conférence comme ça dans une prison à Nanterre, et il y avait un des prisonniers qui me disait qu'il était travaillait en orfèvrerie, et il travaillait avec de l'argent, et il n'était jamais malade, et un jour il a arrêté de travailler, alors je ne sais pas pour quelle raison, avec l'argent, et le métal, l'argent, et à ce moment-là il a eu des infections. Et en fait, les métaux ont un effet aussi antibactérien. Donc voilà. Bon, bravo. Hein. Voilà. Ben, merci. Bravo. C'était une bonne question. Merci beaucoup, M. Glaser.